C'est le dernier épisode des Technos pour ce mois de mars, le 207e. Merci à vous de toujours être bien présents au rendez-vous chaque semaine pour écouter notre revue high-tech de la semaine à la sauce de nos chroniqueurs qui, l'un comme l'autre, apportent un petit peu son grain de sel chaque semaine. Alors, c'est pas à chaque fois les mêmes chroniqueurs. Cette semaine, c'est Benoît et Bruno, les to-be-tech, comme j'ai l'habitude de les appeler. Et je vais forcément confondre l'un et ou l'autre à un moment donné dans cet épisode, comme on a l'habitude de le faire chaque fois. Merci, comme je le disais, de nous rejoindre. Merci également d'avance de mettre des pouces vers le haut si c'est sur YouTube que vous nous regardez. Merci de vous abonner également. Merci de mettre des étoiles si c'est sur une application de podcast, quelle que soit la plateforme, que ce soit sur iOS ou Android, peu importe. Il y a toujours moyen d'ajouter votre petit grain de sel et de partager avec vos amis, vos connaissances, les podcasts, pas que le nôtre, on l'espère, que vous avez l'habitude d'écouter et que vous appréciez. C'est toujours sympa de votre part, j'ai envie de vous dire, parce que c'est un petit peu notre seul paiement, vous l'avez remarqué, on ne vous demande pas de sous. Donc voilà, comme ça le chapitre est quelque part un tout petit peu clos. On a plein de choses à dire dans cet épisode. Je peux déjà vous annoncer qu'il y aura un bonus, mais on va en reparler d'ici quelques instants. Avancez un petit coup d'œil sur le courrier des auditeurs. Vous avez été quelques-uns à commenter l'épisode précédent. J'ai noté, moi, j'ai relevé quelques messages, une petite erreur factuelle dans ce qu'on disait par rapport à la reconnaissance faciale proposée par Mac. C'est pas par Apple, pardon. C'est pas la reconnaissance faciale d'Apple qui était que l'on pouvait débloquer à l'aide d'une photo. C'était chez Samsung. Voilà, c'est un petit correctif que nous a envoyé un de nos auditeurs. Et alors, quelqu'un nous a laissé un message sur un vieux hors-série consacré à Linux. Windows, c'est une contrainte. Mac, c'est du snobisme. GNU Linux, c'est un choix. Voilà, c'est une petite maxime que nous a laissé un de nos auditeurs. Si vous êtes d'accord avec ça ou pas d'accord avec ça, n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire. Voilà, c'est juste de la provoque, hein. Je le dis comme ça en passant. Soyons clairs. Est-ce que vous êtes prêts, les petits amis, pour cet épisode 207 ? Oui ? J'ai toujours peur parce que Benoît parle toujours très tard dans les épisodes. Et donc, je me dis toujours, jusqu'au moment où il ouvre la bouche et commence à parler, j'espère que son micro fonctionne. Manifestement. Surtout qu'on a failli faire l'émission en post-it. Hein. Oui, c'est ça. On a communiqué, d'ailleurs, Bruno a encore les post-it à portée de main. Donc, il y avait le moyen de communiquer. Bon, ça n'aurait pas été très, très pratique. En tout cas, pour nos auditeurs, pour ceux qui nous écoutent. Là, effectivement, ça aurait été un petit peu compliqué. Ce que je vous propose, c'est de passer à la première lettre. La lettre A comme Apple, vous en doutiez certainement un tout petit peu, hein, qu'il fallait que l'on aborde cette keynote, c'était l'événement technologique de la semaine, j'ai envie de dire, et qui donnera lieu d'ailleurs à un bonus, parce qu'on sait que tout le monde n'est pas intéressé par ces annonces, et on le reconnaît forcément. On va pas passer la moitié de l'épisode à vous parler de choses dont vous ne voulez peut-être pas entendre parler, donc on va le mettre dans un bonus que vous êtes libre d'écouter ou non. Par contre, on va quand même vous parler 2-3 minutes de ce qu'il y a eu comme différentes annonces, de manière très factuelle, hein, sur ces nouveaux services, parce qu'il n'y avait pas de hardware, il n'y avait pas de matériel, Bruno ou Benoît, cette semaine, enfin sur cette keynote, et c'est quelque part un nouveau paradigme chez Apple, c'est mettre en avant des services. Qui parle ? Oui, je vais commencer. Effectivement, on avait été étonnés parce qu'Apple avait fait pas mal d'annonces hardware la semaine précédant la keynote de ce lundi 26 mars. Donc, on savait que ça allait être différent. Donc, de prime abord, donc ils ont annoncé la couleur de façon un petit peu, enfin, je trouve un petit peu ballot, mais je vais garder mon avis pour après. Oui. Ils ont dit, voilà, cette keynote, ce sera les services. Ce qu'on peut vous donner comme service. Voilà.
Ouais. Après, il faut préciser, mais vous donnez de l'argent. Voilà. Mais donc il y a différents services, donc focaliser sur le service. Et on l'avait mentionné entre nous. C'est vraiment quelque chose qui se différencie fortement de l'époque de Steve Jobs, où Apple était focalisé sur le hardware. Et ici, ils veulent vraiment mettre le focus sur les services. Épaulé par du hardware, mais le service en soi devra être le produit. Donc, ils ont annoncé pas mal d'évolutions sur les produits, pour la plupart, quand même, je dirais, basés aux États-Unis. Donc, on verra très peu la couleur en Europe, voire très tard. Ils ont commencé par présenter dans une keynote qui a quand même duré presque 2 heures, ouais, 1h45. Alors, tu gardes ton avis pour après, pour le bonus sur Marc. Donc, ils ont commencé. Ça va chauffer après. Donc, Apple News, premier service qu'ils ont mis en évidence. Donc, Apple News étant le service qui va agréger un petit peu toutes les sources de news qu'ils peuvent avoir. Ils ont rappelé que c'est une collecte manuelle des news, donc il y a des éditeurs derrière qui modèrent tout ça. Et après, donc, ils ont annoncé cette évolution-là et ils ont rajouté la petite couche. C'est le Apple News Plus. Le plus, vous allez l'entendre souvent. Apple News Plus, donc Apple News Plus, qui va proposer de pouvoir lire des magazines sur les différents devices, iPhone, Apple, iPad, sur le Mac probablement aussi, je pense, si je ne m'abuse, sous forme d'abonnement. Donc, ils n'ont pas précisé d'une chose, le prix de l'abonnement. Ils ont dit qu'il y aurait des centaines de magazines, sans préciser le nombre. Ils ont montré pas mal de couvertures de magazines, donc on peut supposer que ceux-là seront là, ou alors ils leur forcent un petit peu la main, ça on ne sait pas. Voilà, mais c'est des magazines américains, c'est des news américaines, donc on ne sait pas si ça va voir le jour en Europe, en version francophone ou autre langue. D'ailleurs, si vous allez, c'est très très bizarre, parce que pour préparer un petit peu cette news, je suis allé sur le site Apple États-Unis, et pour avoir des sources en français, je suis allé sur le site Apple France. Ce qu'ils annoncent, c'est pas les mêmes choses. D'accord. Donc, sur le site d'Apple, la keynote étant la même, mais sur le site Apple États-Unis, en dessous, ils annoncent clairement la couleur, là, Apple News et les autres services. Apple News n'est pas présent sur le site Apple France. Donc, ça annonce déjà la couleur. Donc, on vous met d'ailleurs les 2 liens sur notre blog et en commentaire, en description de la vidéo sur YouTube. On met les sources évidemment, et là on vous met les 2 liens vers le site américain et le site français. Comme ça, vous verrez par vous-même la différence. Ouais. Voilà, c'est une bonne chose d'avoir. Juste un petit mot, en fait. Benoît, oui. Juste une petite précision, parce que le prix a été annoncé, c'est $9,99, $9,99 par mois pour l'abonnement. Ok, d'accord. Sachant que l'abonnement, c'est à plein de magazines. Ok. Oui, c'est ça. Tout à fait. Voilà, des magazines. Bon, je trouve que l'idée est bonne. J'ai vu quand même des applications qui ont censé faire la même chose. Il y a quasi... non, il va y avoir 9 ans de ça que l'iPad est sorti en avril. Donc, voilà, ils s'y prennent un peu tard, mais bon, ils veulent lancer des services. Donc, ils ont besoin d'abonnements, de gens qui s'abonnent pour avoir des rentrées. Donc, ça, on va en reparler un petit peu en détail par la suite. Si vous êtes d'accord, on passe à l'annonce suivante. Oui, bien sûr. Voilà, on va donc un autre service, Apple Pay, quelque chose qui est en train de se mettre en place. Là, ils ont annoncé Apple Card, donc un moyen de paiement différent, donc physique, où on va pouvoir vraiment, pour ceux qui auraient du mal à trouver des terminaux qui acceptent l'Apple Pay, utiliser une carte physique, une carte crédit. Où on pourra, et ça je pense, j'ai pas trop l'habitude, parce que moi au Luxembourg, on a des cartes crédit où simplement on paye en fin de mois la totalité du crédit qu'on a consommé pendant le mois précédent. Je pense que soit dans différents pays, aux États-Unis aussi, on peut dire à quel rythme on va rembourser ce crédit.
Et sur cette période d'intérêt, l'opérateur va pouvoir gagner de l'argent sur ces intérêts-là. Donc là, l'avantage des Apple Card, apparemment, ce serait donc de pouvoir vraiment modulariser, de choisir à tout moment en temps réel comment on veut rembourser Apple. Et là, Apple se positionne quand même aussi clairement d'une autre manière. Ils veulent un petit peu faire les banquiers pour les paiements par carte. Ils promettent du cashback, donc un remboursement de certains pourcentages sur les paiements par carte ou par Apple Pay qui sont utilisables sur l'Apple Store, etc. Donc voilà, ils veulent vraiment fidéliser les utilisateurs à ce moyen de paiement pour gagner à nouveau un service assez en plus. À nouveau, un service qui semble être basé pour les États-Unis ou encore plus qu'en Europe, l'iPhone est quand même il y a quasi le monopole des utilisateurs smartphones aux États-Unis. Donc j'avais parlé d'ailleurs avec certains Américains qui viennent en Europe, ils sont étonnés de voir autant de téléphones Android. Ils connaissent pas. Ils connaissent pas. Donc d'ailleurs, la consommation des podcasts via l'application podcast d'Apple ou iTunes, ça représente à peu près 80% du volume de consommation des podcasts aux États-Unis. Alors qu'en Europe, c'est le contraire. C'est 80% d'utilisation d'écoute via des appareils autres qu'Apple, qu'iOS en tout cas. Voilà. Donc, ce monopole qu'Apple va avoir la main sur les pépettes aux États-Unis. Donc, service suivant, le jeu. Apple Arcade. Oui. Si tu veux le jeu, voilà. Le jeu. On avait parlé je crois, le dernier épisode de Google Strada. Oui. Donc, Apple aussi veut se mettre dans le jeu, un grand domaine. Donc, ils veulent avoir un service d'abonnement à des jeux sur mobile. Multiplateforme, c'est-à-dire multiplateforme veut dire iPhone, iPad et autres en hors ligne. Donc c'est pas des jeux streamés, pas comme Strada, c'est vraiment des jeux qu'on va installer, mais en abonnement. Ils ont annoncé quelques titres qui seront toujours payés. Payer par l'abonnement sans avoir des in-app purchase, donc pas devoir payer pour du contenu supplémentaire, pas de publicité et exclusif à cette plateforme, donc exclusif à Apple Arcade. Donc ils seront pas trouvables en tant que tels en single ailleurs dans l'App Store. Donc ils veulent vraiment fidéliser à nouveau les joueurs occasionnels ou pas, parce qu'il y aura quand même pas mal de jeux. Il y aura plus de 150 jeux qui seront disponibles. Ils ont promis des nouveaux jeux régulièrement. À mon avis, quand ça va un petit peu se tasser. Donc, pour le prix, on n'a pas encore. Hein. Si je m'abuse, Benoît, si tu me... Pour Arcade, le prix n'a pas encore été annoncé. D'accord. Non. Après, on peut quand même tabler sur les $10, hein, 10-15$, je pense. Ça serait raisonnable. Oui, ça reste un abonnement mensuel, donc il faut oublier ça. Donc les gens seraient probablement prêts à payer $10 pour jouer à ces jeux-là pendant un mois. Je sais pas. Après, faut voir parce que la plupart des jeux, on les achète, on les installe, on y joue pendant quelques heures. Et après, on y touche plus. Oui, il y a toujours un petit phénomène de mode. Un abonnement pourrait être censé pour jouer à ces jeux-là. Ils n'ont pas vraiment annoncé tous les éditeurs, ils ont juste annoncé un petit peu la couleur. Ils ont annoncé que ça va sortir en automne, je pense, hein, si je ne m'abuse, qui est une période assez vague. Donc, oui, c'est un peu C'est ce qui était annoncé aussi pour le. Alors on va directement passer au dernier service, hein, sans s'étendre, puisqu'on en parlera dans un bonus. C'est l'Apple TV, Apple TV+. Alors il faut peut-être expliquer la petite nuance qu'il y a entre Apple TV, l'application Apple TV et Apple TV+. Parce que et le hardware. Parce qu'en fait, il y a le hardware. Il y a Apple TV, le boîtier, le hardware, qui permet d'accéder aux applications sur sa télé. L'Apple TV, l'application qui va prendre les sources vidéo que vous avez installées sur votre Apple TV, sur votre compte Apple TV, ou qui finalement va devenir un compte d'une application qui va être sur d'autres hardware, parce que Apple a promis d'autres devices. Apple l'a encore précisé que l'application Apple TV
Apple TV App, comme ils l'appellent, va être disponible sur des Smart TV comme la marque Samsung, LG, etc., mais aussi sur, et ça c'est tout à fait nouveau, sur Roku, donc des petits boîtiers concurrents de l'Apple TV, le boîtier, et la Fire TV, donc le Fire TV Stick, donc le concurrent d'Apple TV boîtier de chez Amazon. Donc ils veulent vraiment être partout présents pour proposer ces services-là. On ne sait pas sous quelle forme exactement et quelles sont les fonctionnalités intégrées. En tout cas, l'Apple TV simple, l'application, va vous permettre de dire par exemple à Siri, affiche-moi tel et tel film qui va venir d'une source, soit iTunes par exemple, ou de Netflix. On connaît cette application-là, elles ont été refaites et complémentées. Donc voilà, ça c'est l'Apple TV, l'application, et le service qu'ils ont rajouté. Ils ont rajouté le petit plus, donc l'Apple TV Plus. Ça c'est le service. Et c'est là où on a dans la keynote un petit malaise, j'ai trouvé, parce que on a presque la moitié de la keynote qui a été présentée sous forme de personnes, notoriété, de réalisateurs, producteurs, acteurs, qui ont fait eux-mêmes un peu l'apologie de ce qu'ils vont vouloir faire comme série, comme film, comme documentaire, sur ce service d'abonnement de streaming, qui n'est pas un abonnement qui n'est pas un service de streaming pur, parce qu'en fait, ça sera du streaming ou du hors-ligne, un peu comme le permet Netflix de télécharger des contenus. C'est rien de nouveau. Et donc, voilà, ils ont des grands noms, hein, comme Spielberg. Ils ont dépensé, ils ont cassé leur tirelire, enfin une petite partie de leur tirelire, en dépensant, je sais pas combien. Jeté un peu d'argent de poche. Oui, c'est ça. C'était un peu quelques menus monnaies pour s'offrir les services de grands noms. Tu l'as dit, mais enfin. Pour l'essentiel, c'est très très américain, hein, soyons très clairs avec ça, avec des grands noms comme Spielberg par exemple, qui la veille encore, je pense, crachait sur Netflix joyeusement, et là faisait l'apologie, comme tu le disais, d'un nouveau service. J'imagine qu'il n'est pas venu totalement bénévolement, et que voilà, mais c'était très très impressionnant, très long. Enfin voilà, il y a peut-être moyen de le faire un peu plus ramassé d'une manière ou d'une autre, mais voilà, ils en ont fait, comme on dit, des louches. C'est peu de le dire. Voilà, ils ont fait des louches, ils ont présenté ceux qui présentent le contenu, donc on ne sait pas exactement, pas tout à fait ce que sera le contenu, on ne sait pas quel contenu ira au-delà de ce contenu original, qui est important bien entendu, hein. Netflix propose de plus en plus d'ailleurs de contenu original, même localisé, donc européen, etc., dans différentes langues. Là, c'était du contenu américain, ça c'est clair, mais on ne sait pas ce qu'il y aura au-delà. Donc, du coup, même, ils n'ont pas à nouveau parlé du prix, donc parce qu'on en parlait hors enregistrement tout à l'heure, probablement ils ne savent pas, ils ne connaissent pas eux-mêmes le prix, parce qu'ils attendent un peu les réactions de l'audience et des studios, etc., la concurrence, pour définir un peu tout ça. Et en même temps, ils ont montré assez pour un peu forcer la main à différents créateurs de contenu pour se dire, voilà, si Spielberg est là, si J.J. Abrams est là, si tel et tel acteur est là, on doit être là aussi. Donc on va maintenant contacter vite Apple pour qu'on soit présent dès le début, qui a à nouveau été défini pour l'automne. Mais on n'a pas dit de quelle année encore. Ils n'ont pas dit de quelle année. Mais là, on est un peu mauvaise langue. Mais bon, évidemment, là, ça c'est vraiment, c'était les annonces. Hein. Si vous étiez passé à côté, ben voilà, vous avez rattrapé un tout petit peu le temps perdu. Je ne sais pas si Benoît avait un petit truc à rajouter, tout en sachant, je le répète, qu'on va peut-être aller plus dans l'opinion et dans ce qu'on en a ressenti nous, dans un petit bonus qui viendra un petit peu plus tard. Benoît. Non, on va reparler pendant le bonus, on va pas s'étendre ici. Bah non, voilà, comme ça c'est fait. On vous aura en tout cas dans cet épisode parlé de cette keynote Apple. C'est difficile de ne pas en toucher quand même quelques mots. Si vous n'êtes pas intéressé par plus, bah voilà, vous avez la possibilité d'écouter la suite de l'épisode et d'outrepasser le bonus qu'on vous proposera un petit peu plus tard. Comme ça, c'est en ordre.
On peut donc passer à l'autre lettre A, A comme aviation, avec la première compagnie aérienne qui s'équipe uniquement d'appareils électriques. Je ne savais même pas qu'il y avait assez de matériel et qu'il existait déjà du matériel pouvant être utilisé, mais avec uniquement une motorisation totalement électrique. Je ne sais pas qui en parle, c'est Bruno? C'est moi. Oui, vas-y. Électrique, c'est moi. C'est monsieur électrique. Oui, c'est vrai. Voilà, donc, oui, c'est un peu mon métier. Donc, je vais en parler. Monsieur 100 000 volts. J'espère pas. Voilà, oui, c'est une société du nom de Harbour Air qui une grande compagnie aérienne d'hydravions en Amérique du Nord, aux États-Unis, qui vise donc à convertir ces hydravions en véhicules électriques. Voilà, donc en sachant que c'est des modifications que eux-mêmes vont vouloir faire. Ah oui. C'est pas des nouveaux appareils qu'ils vont construire, ils vont juste remplacer le moteur a priori et le carburant, forcément. Donc voilà, il faut savoir que voilà, il y a une raison à ça. Hein. Donc déjà, vous douterez, c'est pas par philanthropie, c'est une raison économique. Donc, savoir que donc on a à peu près 50%, 30 à 50% des coûts d'exploitation de l'aviation est incombé au coût du carburant, et qu'une fluctuation du prix du carburant se répercute par une grande augmentation des coûts. Donc, c'est important de trouver un carburant alternatif. Donc, pourquoi pas l'électrique? Donc, pour cela, il faut avoir des batteries efficaces qu'on commence à avoir avec une densité intéressante, et il faut avoir des moteurs puissants. Ça c'est clair. Le corollaire des moteurs électriques, c'est qu'ils sont silencieux en même temps. Donc quelque chose qui est très bien pour les grandes villes. Donc c'est pour ça que c'est surtout les hydravions qui vont modifier au début, parce qu'ils auront accès à des ports des grandes villes sans devoir utiliser les aéroports, donc aussi sans devoir s'encombrer de toutes les mesures de sécurité qu'apporterait une connexion sur un aéroport. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que effectivement, par exemple la Communauté européenne vont probablement très bientôt annoncer des mesures où ils devront réduire les émissions de certaines particules, les émissions de CO2 bien entendu, d'autres particules, mais surtout aussi des émissions sonores. Donc à ce niveau-là, et là où il y a beaucoup de bruit en fait, c'est lors des manœuvres au sol aussi. Ah oui. Donc pas forcément quand ils sont en l'air. Quand ils sont en l'air, ils sont normalement loin, on les entend moins fortement. Mais quand ils font les manœuvres au sol, donc ça c'est assez gênant aussi pour l'environnement. Donc ça c'est une. Mais là ici dans ce cas-ci c'est des hydravions, donc ça n'a rien à voir aussi. Mais même là au décollage, etc. ça va avoir un effet bénéfique aussi. Donc voilà, ils vont vouloir faire cela. Donc surtout dans les petites liaisons comme Seattle et Vancouver par exemple, où ils font à peu près 30 000 vols chaque année, donc ça va quand même se répercuter assez rapidement. Bon, c'est des petits avions, c'est pas forcément des grands avions, mais bon, faut bien commencer quelque part. Bien sûr. Et ça peut être une utilisation commerciale. Donc voilà, si ça. Ce qui serait intéressant, c'est de connaître un petit peu quel est le modèle, enfin comment est-ce qu'ils ont, étudié la faisabilité parce qu'un avion n'est pas l'autre, et remplacer son moteur par un moteur électrique, ça me semble un peu simpliste comme solution, mais pourquoi pas? Et il faudrait voir où ils mettent les batteries, etc. Donc, mais voilà, ça mérite d'exister en tout cas. Et ils veulent lancer les premiers vols à la fin de l'année. Donc c'est quand même ça va être très rapide. Donc on a hâte de voir ça, parce qu'on voit quand même les véhicules électriques se répandre un petit peu partout. C'est vrai que l'aviation reste encore celui où c'est peut-être le plus difficilement applicable, dû au poids des batteries. Donc on va voir ce que ça va donner, et j'ai hâte de voir ça, franchement. Mais tu parlais de la consommation et de la pollution, etc. C'est vrai que c'est un des véritables enjeux, je pense, hein. Benoît, tu me coupes si je dis une bêtise, mais au niveau des compagnies aériennes, c'est vrai que c'est un coût exorbitant, c'est le carburant. Et moi, il me semble que c'était Airbus qui a expérimenté de changer sur les appareils un des moteurs
pas tous en même temps, pour des raisons peut-être de sécurité, je sais pas, un des moteurs qui utiliserait un autre carburant moins polluant, qui aurait d'autres propriétés pour alléger le coût de consommation des avions, mais aussi pour expérimenter d'autres modèles entre guillemets de moteurs. Donc il y a un véritable enjeu, et vu qu'il y a de plus en plus d'avions dans le ciel et que c'est pas fini manifestement, il va falloir trouver des solutions, quoi, hein, soyons clairs. Benoît. Oui, tout à fait. 37 000 vols en été sur l'Europe par jour. Donc, effectivement, c'est quand même pas rien. Moi, je trouve leur planning très ambitieux, hein, parce que remplacer les moteurs d'un avion et le faire voler, obtenir la certification, etc., d'ici à la fin de l'année, où ils sont très avancés, mais ça m'étonnerait, parce que quand on voit c'est pas le premier avion électrique, hein. Il y a déjà des avions électriques, des modèles à hélice aussi, hein, plus petits, avec un emport un peu plus faible. Moi, le planning me paraît extrêmement ambitieux. En même temps, je pense que si on se donne pas un planning ambitieux, on n'avance pas. Donc, c'est pas mal voilà, ça fait quelques années, on se souvient qu'Amazon nous a dit on va faire des livraisons par drone. Dans 3 ans, on y sera. On se rend compte que voilà, ça met un peu plus de temps que prévu. Mais en même temps, si c'était dit, oula, mais on est parti pour je sais pas combien d'années de recherche, on fait rien. Donc, c'est pas bête. Faut se mettre des deadlines. Voilà, faut se mettre des deadlines. Je demande à voir si fin d'année ils seront prêts, mais c'est bien d'essayer de toute façon. Le truc, c'est qu'effectivement, un des gros problèmes pour les compagnies, c'est le coût du carburant. Hein. Toutes les compagnies aériennes essaient de réduire tous leurs coûts, parce qu'en fait, sur un ticket, une compagnie aérienne gagne très très peu d'argent. Et donc, tout ce qui lui permet de réduire le coût, c'est bon. Et en fait, les générations d'avions qui se remplacent, quand tu regardes, c'est toujours l'argument numéro 1, quoi. Les nouveaux Boeing, qui malheureusement ont des problèmes de sécurité, ce sont des avions qui ont été vendus sur le fait que voilà, ils vont consommer moins, ils vont consommer un pourcentage en moins, et du coup, c'est très très attractif pour les compagnies aériennes. Alors, quelques 250 Airbus qui ont été vendus à la Chine cette semaine, je n'ai pas le nombre exact, mais c'est les Néo. C'est parce que ce sont des appareils légers. Ils sont plus légers que la moyenne, et donc ils consomment moins. Donc il y a un véritable attrait pour ce type de solution. Mais depuis toujours, hein, c'est un secteur assez concurrentiel, et le carburant est un gros élément, le poids est un gros élément, et donc on avance là-dessus. C'est vrai que c'est un des gros problèmes qu'ils ont pour l'aviation électrique. Donc pour des petits avions, ça va bien. Pour les plus gros avions, apparemment, c'est le poids qui devient extrêmement compliqué, parce qu'en fait, un avion au décollage est beaucoup plus lourd qu'à l'arrivée. Mais c'est fait pour. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'il va consommer du carburant en vol, et donc il va être plus léger quand il arrive, et ça simplifie l'atterrissage. Au point que quand un avion doit se poser en urgence, dans la mesure du possible, ils essaient de vider d'abord les réservoirs pour s'alléger. Et donc c'est... Aussi pour des raisons de sécurité, on ose imaginer qu'en cas de crash, pour éviter de rajouter un effet d'incendie ou autre, voilà, c'est aussi... L'élément de sécurité, c'est largement le poids, en fait. D'accord. L'élément de sécurité, c'est largement la réduction de poids. Parce que de toute façon, tu as quand même du carburant dedans. Donc, tu as quand même encore un risque. Oui, enfin, si les réservoirs sont pleins à craquer. Oui, d'accord. C'est quand même un joli briquet, quoi. En général, quand ils refont demi-tour, c'est pour se reposer de façon classique. Donc, tu ne le fais pas non plus en te disant que tu vas accrocher une aile. Mais bon, le problème qu'ils ont avec les batteries, c'est qu'effectivement, la diminution de poids n'y est pas. Et ça pose un certain nombre de difficultés aujourd'hui. C'est des points sur lesquels les ingénieurs travaillent, mais on peut espérer voir des solutions. Donc c'est évident que ça va plutôt être d'abord des petits avions qui vont passer à l'électrique. Et effectivement, comme tu l'as bien dit, le coût plus réduit. Le bruit, je suis un peu plus dubitatif, parce que sincèrement, un avion à hélice, c'est quand même assez bruyant. Enfin, c'est vrai qu'un jet, c'est bruyant aussi, mais tu as quand même le bruit de l'hélice qui tourne, quoi.
Ça, de toute façon. Il suffit de le voir voir chez soi. Que le moteur, en général. Oui, mais on s'en rend tous compte avec nos ordinateurs. Quand le ventilateur se met en route, s'il est un petit peu sous-dimensionné ou qu'il doit tourner très vite, ça fait du bruit. C'est comme ça. C'est le brassage d'air qui fait que s'il y a une petite grille de vent, ça va encore augmenter le bruit. Enfin, voilà, il y a plein d'éléments comme ça qui font que, effectivement, tu as raison. C'est un peu comme quand on dit les voitures électriques ne font pas de bruit. C'est faux. Il y a quand même le bruit de roulement sur la voie. Donc, on les entend quand même moins que les gros moteurs, mais on les entend. Oui. Moi, j'ai 2 personnes dans l'oreillette. J'ai le PDG de Boeing qui me dit, mais nous, on voulait faire des avions jetables. C'est effectivement. Oui. Et j'ai Elon Musk qui me dit, mais nous, on va utiliser la technologie de SpaceX pour faire des batteries éjectables qui vont se poser toutes seules. Oui, pourquoi pas. Elon Musk vont bientôt sortir des avions. Tu rigoles, mais c'est le genre de solution qu'on pourrait très bien nous sortir un jour ou l'autre. Je me rappelle, c'était une simulation, enfin c'était en image de synthèse, mais c'était pour sauver les passagers d'un crash, où ils avaient imaginé que la cabine dans laquelle se trouvent les passagers, tout d'un coup se désolidarisait de la queue et du nez, et il y avait ces petits parachutes qui se déployaient pour faire retomber les gens comme ça. Voilà, on peut tout imaginer, on peut rêver. Le truc qui semble être quand même un petit peu plus sérieusement examiné dans l'industrie, c'est l'hydrogène. Parce que l'avantage de l'hydrogène, c'est que ça permet de stocker de l'énergie électrique avec un carburant qui a un peu les mêmes caractéristiques que le fuel, c'est-à-dire qu'on le consomme en vol, donc on baisse de poids, mais on n'a plus l'effet de pollution, puisqu'en fait, c'est de l'eau. Après, il y a le même problème que pour une batterie, c'est comment est-ce qu'on le charge. Mais une fois qu'on le consomme, en fait, ça rejette de l'eau, et donc on n'a pas de rejet polluant. L'hydrogène, c'est peut-être... on en avait déjà parlé dans un épisode précédent. Tout le monde cherche un petit peu des solutions pour produire de l'hydrogène sans polluer, ou en polluant le moins possible. Et toutes les solutions sont évidemment les bienvenues, parce qu'après, quand on le consomme, cet hydrogène, effectivement, on rejette de la vapeur d'eau, et c'est très bien comme ça pour nos poumons aussi. On va peut-être conclure sur ce sujet, Bruno. Maintenant qu'on a parlé de l'hydrogène, ça reste des avions électriques, et donc je me rends compte que dans la news, ils ne précisent pas que ce sera des batteries ou de l'hydrogène. Donc peut-être que c'est effectivement des avions à hydrogène. Voilà. Peut-être. Affaire à suivre, comme on dit dans ces cas-là. Comme ça. On va accélérer un tout petit peu. On va passer à la lettre C comme Camera Bits. Alors ça, c'est vraiment, on me met des trucs de la conduite, c'est énigmatique. Photomechanics 6. Voilà. C'est une info qui nous vient évidemment de Benoît, puisque vous le savez sans doute, Benoît, sa marotte, l'une de ses marottes, parce qu'il y en a beaucoup, c'est la photographie toujours, faut bien le dire. Bah oui. Mais en fait, c'est une boîte Camerabits qui édite un logiciel, et le logiciel s'appelle Photomécanique. Voilà. Et ils viennent de sortir la version 6, et c'est un petit événement parce que la version 5 était sortie en 2012. Donc ça fait quand même 7 ans qu'on est avec la version 5 de Camerabits. Alors c'est un produit qui, je trouve, redevient intéressant. Je l'ai utilisé il y a plus de 10 ans, et en fait c'est une visionneuse, donc c'est un produit qui te permet d'organiser tes photos, de les voir, de faire des petites retouches, donc du recadrage, saisir les métadonnées. Donc c'est un produit pour organiser tes photos, mais les organiser dans le fichier, donc a priori sans avoir une base de données comme tu vas avoir dans Lightroom. Ok. Et puis le Lightroom est arrivé et on a à peu près tous migré vers Lightroom parce qu'en plus Lightroom avait la capacité de développer les fichiers RAW. Là où Camerabits gère très bien les fichiers RAW, mais il fait pas le développement. Si on veut développer, il faut passer dans un logiciel tiers. Et puis Adobe a eu cette excellente idée de se dire tiens, après tout, on gagne pas assez d'argent avec ce produit. On va le vendre, au lieu de vendre une licence tous les 2-3 ans, quand les gens achètent un nouvel appareil photo, ils reprennent la dernière version de Lightroom. Ils se sont dit, on va prendre un abonnement, et du coup, ça coûte, je trouve, beaucoup plus cher. Et dans un usage amateur comme moi, j'ai beaucoup de mal à justifier la prise d'un abonnement. Donc, du coup, je regarde de nouveau, et je pense que je suis pas le seul, ces logiciels qui datent d'avant Lightroom et qui nous permettaient de gérer les photos. Et donc, c'est sympa de voir que Photomécanique arrive avec une nouvelle version, enfin, Camerabits arrive avec une nouvelle version de Photomécanique, avec pas mal d'améliorations. Ils sont passés en 64 bits. D'accord. Ce qui leur permet du coup d'être encore plus rapide, parce que le point de force de ce produit, c'est vraiment l'incroyable rapidité. Donc là où Lightroom utilise une base de données
pour gérer une grosse photothèque de façon un petit peu correcte, eux, ils n'utilisent pas de base de données. Ils ont une vitesse de traitement qui est phénoménale. Et résultat, ils font un affichage, une navigation, etc., qui est incroyablement rapide, sans avoir besoin d'une DB. Donc, juste avec les fichiers qui sont sur le disque, ce qui est un atout quand on, par exemple, fait une mise à jour, on passe vers un nouvel appareil photo, ou c'est le problème qu'on a aujourd'hui avec Lightroom, on a mis nos photos dans la DB Lightroom, il faut les ressortir. C'est un petit peu un problème puisque toutes les métadonnées sont dedans. Ici, ils travaillent purement sur les fichiers. Donc 64 bits, ce qui les permet d'être plus rapides. Ils sont encore plus rapides pour faire la preview, ce qui est absolument remarquable. Ils ont toujours eu un flux de travail, une gestion du flux de travail qui était très efficace. Ils ont apporté certaines améliorations. Ils ont apporté un truc sympa aussi, c'est la possibilité de stocker, parce que c'est un de leurs autres points forts, c'est la gestion des métadonnées. Et donc, ils ont ajouté toute une logique permettant de dire, tiens, mais sur base des coordonnées GPS, on va indiquer où la photo a été prise. Parce que les appareils photo, maintenant, très souvent, te mettent les coordonnées GPS, mais ils te mettent la longitude, latitude. Ça ne te dit pas la ville. Donc, quand tu veux faire une recherche sur la ville, donc ils le mettent dans les métadonnées, ce qui veut dire que du coup, tu peux faire des recherches. Donc, c'est un petit peu ce qu'on trouve dans iPhoto, et tous ces logiciels, à Lightroom, etc., depuis quelques années, c'est de faire des recherches en tapant le nom d'une ville. Mais là, au lieu de le faire dans un système un peu propriétaire, c'est dans ton fichier photo. J'ai envie de dire que ça ressemble, ça me fait un peu penser aussi au mode de fonctionnement, tu vas rire, mais de Flickr, tu vois, mais là tu exportes tes photos sur un site, mais ces fonctionnalités-là existent aussi. Tu as l'exif, l'analyse de l'exif, tu as le positionnement si la métadonnée existe dans la photo que tu exportes. Tu as cette possibilité de trier, d'avoir des mots-clés, des tags, etc. On est dans le même esprit en fait. On est dans le même esprit, sauf que c'est sur ta photothèque, sur ta machine, donc ça te permet quand même de gérer beaucoup plus de photos, quoi. Ouais. Et alors, ils ont aussi un slideshow, enfin, il y a toute une série d'outils. Ils ont un meilleur outil pour faire la seule retouche qu'ils font vraiment, qui est le recadrage. Ils font pas donc le développement. Le développement, ça se fait dans un logiciel tiers. Donc, ils te lancent le logiciel de développement de fichiers RAW que tu as d'habitude. Et ils ont annoncé, pour les gens qui ont vraiment des très grosses photothèques, la sortie prochaine de Photomécanique 6+, qui sera avec une base de données à côté, et qui donc, quand tu as une très très grosse photothèque, aura un peu ce côté gestion de catalogue qu'on trouve dans Lightroom et qu'on commence à trouver dans des produits concurrents, parce qu'il me semble que DxO l'a rajouté récemment. Il y a encore un autre produit, j'en avais parlé il y a quelques émissions, qui est sorti. Donc on voit que le fait que Lightroom soit passé au mode abonnement, ça redonne du sang neuf à tous les gens qui étaient sur le côté, qui vivotaient un petit peu dans son ombre et qui retrouvent du coup une place, quoi. Oui, et on n'a pas parlé du coût de ce type d'application, parce que effectivement, tu tailles un petit costard à Adobe concernant les abonnements, mais ici, on en est pour combien pour avoir quelque chose, et sur quelle plateforme ça tourne? Alors, ça tourne sur macOS ou sur Windows, et une licence normale, c'est $140. Et il y a un prix pour les gens qui font une mise à jour récente, parce qu'il ne suffit pas d'avoir un Photomécanique 5, il faut l'avoir acheté l'année passée. Parce que Photomécanique 5, ça remonte il y a... Oui, c'est ça, tout le monde qui ressort sa vieille licence de 2012. Voilà, exactement. Ça va être compliqué à un moment donné. Non, ça ne va pas le faire. Et alors, ce qui est bien dans ce produit... Ce qui était bien dans ce produit, je suppose qu'ils ont gardé un peu la même philosophie, c'est qu'il y avait vraiment une excellente disponibilité de l'équipe de développement, et donc c'est une chose qui est très rare, tu vois. Tu vas dire, je me suis fait une suggestion comme ça en disant, votre produit il est super chouette, mais alors moi quand je travaille, le fait que par défaut vous mettiez telle donnée, c'est pas très pratique pour moi. Et paf, 2 versions après, il y avait l'option pour décocher ça. Donc il y a vraiment une très très bonne disponibilité de l'équipe de développement. Tant mieux, et tant mieux pour les photographes amateurs et même amateurs avertis. C'est un outil qui, à mon avis, sachant que ça revient sur le devant de l'affiche, ils seront assez contents, à mon avis, soyons clairs. Merci pour cette info, Benoît. Huawei, H comme Huawei. Je dis Huawei, voilà, qui a dévoilé cette semaine, c'était l'autre grosse annonce high-tech de la semaine, c'est P30 et
P30 Pro. J'en ai vu, mais partout, sur Twitter, dans tous les coins. Il y a même un petit côté un peu bizarroïde, tellement la presse est dithyrambique par rapport à cet appareil. Voilà. Personnellement, je ne l'ai pas approché, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas touché. J'ai vu quelques messages par-ci par-là, et donc je vais écouter avec attention ce que Bruno, lui, a retenu de ce qui a circulé dans la presse concernant ces deux appareils de Huawei. Oui, moi je me suis intéressé de près à Huawei lors des sorties de la série précédente, les P20, les Mate 20. Ils sont connus Huawei pour sur ces séries-là, les P, l'optique qu'ils utilisent. Ils utilisent des optiques Leica. Je laisserai Benoît en reparler un petit peu plus précisément. Mais donc là, ils ont annoncé leur flagship, le P30 et surtout le P30 Pro, qui a tout d'un grand. Il n'y a pas de plus. Parce que pour l'instant, c'est chaque fois un plus. Hein. Là, tout de suite aussi avec Photomécanique 6 plus. Donc, il n'y a pas de plus, là, pour le coup. Il y a le Pro. Non, il y a le Pro. Il est déjà assez grand, comme ça. Parce qu'il a déjà un très, très, très grand écran de 6,47 pouces. Donc, c'est déjà assez grand comme ça. Il devient de plus en plus grand, le téléphone, hein, de toute façon. Donc, avec un écran OLED, avec toujours l'encoche, le notch. Mais tout petit, hein, il n'y a plus de grand chose dedans à part la caméra. Il n'y a que la caméra d'ailleurs. Donc il y a une caméra pour les selfies, donc dans cette petite encoche là. Et vous avez, il faut que je les compte, 4 caméras sur le dos, dont 2 ou 3 optiques Leica. Et chose nouvelle, ils ont intégré un périscope. Pour avoir un... Oui, non, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Et c'est ça qui a fait, à mon avis, vraiment l'effet annonce que tu as vu sur tous les sites, c'est qu'en fait, le zoom, où pêche ça c'est un nouveau Benoît qui va me corriger si j'ai des bêtises, où pêche les téléphones et les optiques de taille réduite, c'est sur les zooms optiques, parce que physiquement, tu ne peux pas zoomer aussi bien qu'avec un objectif où tu as l'espace de changer la distance par rapport à l'objet. Donc ici, ils ont rajouté un périscope. Donc vraiment, et c'est la petite caméra qui a une forme carrée, qui est tout en bas du téléphone, enfin en bas de la partie des focales de ce téléphone-là, et qui va donc permettre d'avoir un zoom optique jusqu'à 5 fois réel. Ils ont même montré certaines vidéos qui l'ont vraiment testé, des zooms digitaux qui vont jusqu'à 50 fois avec un stabilisateur d'image qui donne vraiment une qualité assez intéressante. Donc là, certains le comparent déjà, enfin disent déjà que ça sera l'outil de voyeurisme absolu aux États-Unis pour aller observer sa voisine qui se trouve dans l'immeuble à quelques centaines de mètres. Donc voilà, c'est très discret. Après, les prix, c'est le prix des flagships aussi. On est au prix des iPhones, on est à 1000 euros pour le P30 Pro, pour la version 128 Go. Ils ont la P30, la version P30 qui coûtera dans les 800 euros. Donc tout comme Samsung, tout comme Apple avec la version Max, ils ont c'est ça, SR. Je me trompe avec les produits Apple. Oui, moi aussi, j'ai perdu le fil à un moment donné. Il doit y avoir un plus quelque part. Mais... c'est 10S Max. Oui, il y a moins. 10S Max, moins, je sais pas, quelque chose comme ça. Donc, un entrée de gamme, oui, à 800 euros, puis un grand frère à 1000 euros. Plus, parce qu'on va pouvoir rajouter de la mémoire, etc. Avec les derniers processeurs Kirin, donc pas un Snapdragon, mais les derniers processeurs Kirin, avec une énorme batterie, ça je l'ai précisé quand même, de 4200 mAh, donc c'est vraiment très très grand pour un tel téléphone. Donc un vrai concurrent au Galaxy S10 et aux derniers iPhones, ça c'est clair. J'ai vu aussi une petite rixe sur Twitter toujours entre les aficionados des appareils de Xiaomi. Apparemment là aussi, il y a des comparaisons qui se font et ça se tire un petit peu dans les pattes. Mais très honnêtement, c'est vrai que, et on l'a déjà dit dans ce podcast, on ne suit plus trop l'actualité des smartphones parce que souvent ce ne sont que des évolutions. Est-ce qu'on est devant une révolution? Et là, je vais me tourner vers Benoît, avec cette histoire de périscope qui semble intriguer tout le monde et tout le monde trouve ça formidable et que c'est merveilleux. Toi, qu'en as-tu vu et qu'en penses-tu?
mais c'est une bonne idée en soi. Maintenant, c'est pas nouveau. C'est nouveau sur les téléphones, mais le concept n'est pas nouveau, hein. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a en fait trois appareils photo capables de prendre des photos et un quatrième ce qu'ils appellent le quatrième appareil photo, c'est en fait un système pour mesurer la distance. Donc, on a un grand angle qui n'est pas stabilisé, on a un objectif normal stabilisé très lumineux pour les photos classiques, et on a effectivement un télé équivalent 125 mm, donc c'est déjà un télé assez puissant pour un contexte familial, c'est pas mal. Et le problème évidemment pour un télé, c'est que l'objectif est assez gros et donc il va ressortir du boîtier. Oui. Il va sortir pas mal du boîtier. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est un truc qu'on avait qui est pas nouveau en soi sur le concept, mais qui est utilisé pour la première fois sur un appareil photo. C'est au lieu de faire ressortir du boîtier, eh ben on le met à la verticale dans le boîtier et le zoom en fait étant dans la longueur du boîtier, le capteur, au lieu donc d'être placé parallèlement à l'écran, il est passé perpendiculairement à l'écran, puisque le zoom est dans la longueur, et il y a un petit prisme ou un miroir, je pense qu'ici c'est un prisme, ce qui est de meilleure qualité qu'un miroir, qui sert en fait à renvoyer l'image qui arrive de l'arrière, elle va se refléter dans le prisme et elle va être renvoyée dans le zoom qui du coup pourrait à la limite être à 90 degrés, qui pourrait à la limite être aussi long que l'appareil, le smartphone, hein, puisqu'en fait on peut profiter de toute la longueur du smartphone pour venir placer les lentilles. Alors ça a l'air d'être un zoom bien fait, comme je disais, 125 mm. Attends, 125 mm, c'est quand même pas mal. Avec un capteur à plus basse résolution, 8 millions de pixels, mais c'est largement suffisant pour des photos, et qui est également stabilisé. Donc ça veut dire que les petits mouvements qu'on va avoir en tenant son téléphone, d'autant que le téléphone, on a un peu tendance à le tenir à bout de bras, donc d'une façon pas naturellement très stable, vont être un petit peu compensés. Donc ça, c'est très chouette. Et c'est d'autant plus important, évidemment, sur un TD où ces petits mouvements deviennent très vite très visibles. Donc l'idée, elle est maligne comme tout. Maintenant, en soi, c'est pas une révolution. Le concept de périscope, il n'est pas nouveau du tout, parce qu'il y a des compacts, il y a 20 ans, qui faisaient ça. Hein. Oui, c'est ça. L'idée permettait justement de faire des appareils plus compacts qui, au lieu de devoir s'étendre en longueur, partaient en profondeur. Le petit prix à payer pour ça... C'est la lumière, non? Vas-y. C'est la perte de lumière? C'est la lumière, effectivement. Parce que naturellement, le prisme va consommer un petit peu de la lumière, et donc tu vas avoir un petit peu moins de lumière qui arrive, donc le capteur va être moins illuminé, et donc tu risques d'avoir un petit peu plus de bruit. Mais là, ils ont été malins. Ils n'ont pas mis leur capteur à très haute résolution, ils ont mis un capteur de 8 millions de pixels, ce qui veut dire du coup des pixels a priori un peu plus larges, et donc on peut s'attendre à ce que la gestion de bruit soit quand même correctement gérée pour un appareil photo de smartphone. Hein. Donc, bien sûr. Je pense sur le papier, en tout cas, le concept est malin. Première fois qu'on voit ça sur un smartphone, et effectivement avec des compromis qui n'ont pas l'air d'être là juste pour sortir des gros chiffres qui vont impressionner, mais qui sont quand même faits avec un petit peu d'intelligence. On a mis un capteur d'une résolution raisonnable, parce qu'on sait que le périscope, comme ils appellent ça, excuse-moi, ça me fait toujours rire. Enfin, c'est vrai, hein, sur le fond, c'est exactement le principe d'un périscope. Hein. Un périscope, c'est ça, c'est un prisme qui permet de voir devant et qui renvoie l'image à 90 degrés, hein, ce qui est exactement le principe. Ça m'amuse juste d'entendre parler de périscope. Pour des raisons d'encombrement, je pense même qu'il y a des télescopes qui fonctionnent sur ce type de principe également. Je dis pas de bêtises, il me semble avoir vu ça. Pour avoir des focales très très longues et d'avoir des encombrements moindres, on utilise des prismes pour mettre de biais ou à 90 degrés. Non, mais c'est pas le terme est justifié. Hein, je ne dis pas le contraire. Il est juste un petit peu amusant, je trouve. Parce qu'on tu vois, pensant périscope, je pense à je vais mettre mon téléphone très en hauteur pour faire des photos sans qu'on voit. C'est pas l'idée, en fait. Oui, c'est ça. Le côté 90 degrés. Parce qu'il vous faudra encore un miroir pour voir l'image, si vous faites ça. Enfin bref. Voilà. Juste pour revenir un tout petit instant sur ce capteur de profondeur de champ, ce capteur de distance, ce qu'ils appellent le quatrième appareil photo. Et là, je pense l'appellation est un tout petit peu abusive. Ça sert évidemment à accélérer l'autofocus. Et donc,
notamment pour le télé, ça peut être très intéressant parce que ça permet à l'appareil non pas d'avoir une mesure précise du sujet, mais d'avoir une idée de la distance approximative du sujet, donc savoir tiens il est proche, il est loin, et donc de déjà pouvoir se prépositionner de façon correcte et de n'avoir plus qu'un tout petit correctif pour avoir l'image nette. Et le deuxième intérêt, c'est que ça permet de faire quelque chose qu'on aime bien faire aujourd'hui sur nos smartphones, c'est avoir une idée correcte donc de la profondeur qui est mesurée indépendamment de la photo. Ça va dans les métadonnées de la photo et ça permet à l'intelligence de dire tiens, c'est cette zone-là qu'il faut flouter pour faire un joli bokeh qui donne l'impression qu'on a une photo qui a été prise avec un appareil professionnel. Et ça, c'était le sujet, et d'avoir comme ça une meilleure séparation. Donc l'idée est, enfin voilà, c'est pas un appareil photo direct dans le sens où ça donne pas directement une image, mais ça va contribuer effectivement à la qualité de l'image. Affaire à suivre, j'imagine qu'on va voir de plus en plus, parce que là, on a eu vraiment beaucoup de messages sur cet appareil. J'imagine qu'on va voir des résultats bientôt, et des tests, etc. Et on va regarder ça avec attention, parce que c'est vrai que voilà, c'est une petite innovation, comme tu le disais, qui n'en est pas vraiment une, mais c'est une adaptation de quelque chose de connu dans le domaine du smartphone, et c'est plutôt bienvenu. Moi, très honnêtement, il faut quand même mesurer qu'ils sont arrivés à reminiaturiser encore le concept, donc il ne faut pas diminuer. Je veux dire, je voulais pas diminuer du tout le mérite de Huawei dans la. On est d'accord. Et très honnêtement, en ce qui me concerne, en tout cas, je préfère ce genre d'annonce-là et ce genre d'innovation-là que l'histoire de l'écran pliable, ou que je ne comprends toujours pas l'intérêt de devoir plier son écran. Mais ça, c'est un autre débat. On aura peut-être l'occasion d'y revenir une prochaine fois. Être haut comme olympique, c'est une histoire de robots qui vont jouer, Benoît. C'est ça l'idée. Ils vont pas jouer. Ah, ils vont pas jouer. Ils vont pas jouer. Ils vont aider les gens. Ah, en fait, tu sais, les Jeux Olympiques, c'est généralement l'occasion de présenter des innovations parce qu'il y a une grosse audience, il y a plein de gens qui regardent, et donc les Japonais qui sont les organisateurs des prochains Jeux Olympiques à Tokyo. Et qui par ailleurs ont énormément investi dans la robotique. On pense aux petits robots Asimo d'Honda, mais en fait, toutes les grandes firmes japonaises ont développé ont beaucoup travaillé sur la robotique. Eh bien, les Japonais veulent profiter des Jeux Olympiques pour mettre en avant leur savoir-faire. Et donc, sur le village des Jeux, vont être déployés une série de robots, dont des robots parce qu'il y a les Jeux Olympiques, mais aussi les Jeux Paralympiques. Paralympiques, merci. Donc des robots qui vont notamment aider justement les gens qui ont un handicap, les gens qui sont en chaise roulante, pour les aider à transporter leur matériel, leurs valises, etc. Des robots qui vont également aider les travailleurs avec des exosquelettes pour permettre de plus facilement prendre du matériel et le porter. Donc le Japon veut profiter des Jeux de Tokyo pour mettre en valeur son savoir-faire en matière de robotique. Et pour le moment, on a deux sociétés en particulier qui ont présenté leur plan. C'est Toyota. Alors, moi, je ne pensais pas trop à Toyota en robotique, mais visiblement, ils ont quand même un gros investissement. Donc, eux vont mettre des robots qui s'adressent aux personnes handicapées pour les accompagner, les aider, faire un certain nombre de gestes qui ne sont pas capables de faire ou pas capables de faire très facilement. Et alors, Panasonic, et alors je pensais vraiment pas à Panasonic en robotique, mais eux aussi ils y sont, qui vont justement proposer des exosquelettes pour pour aider les personnes qui travaillent à l'aéroport de Tokyo, parce que y a pas mal de matériel à charger, décharger, déplacer, etc. Et évidemment, avec les jeux, ça veut dire qu'il va y avoir énormément de visiteurs, donc une surcharge de travail importante. Et pour leur permettre de faire face à cette surcharge de travail, ils vont introduire des exosquelettes. Et en même temps, comme tu le disais, il y a énormément de gens, enfin tout le monde regarde les Jeux Olympiques, hein, même si on ne s'intéresse pas au sport, on y jette toujours un œil, donc c'est une vitrine internationale idéale pour les grandes entreprises comme celle que tu as citée. Donc c'est gagnant-gagnant, j'ai envie de dire. C'est le but. Hein. C'est un peu ça l'idée. Montrer son savoir-faire. On va suivre ça avec... soyons clairs, c'est pas des Jeux Olympiques de robots. Hein. Non, c'est ça. Mais c'est comme je le voyais là. Normaux. Voilà. Mais on pourrait imaginer
Maintenant que tu le dis, une discipline olympique, le robot. Mais une fois qu'on a terminé, comme tu l'as dit, il y a les Jeux Olympiques, ceux qu'on voit tous à la télévision, ceux qu'on ne voit pas assez à la télévision, comme tu le disais, les Jeux paralympiques qui suivent. On pourrait terminer les Jeux des aidants, des robots aidants qui ont participé aux 2 premières éditions. Ce serait que justice pour tout le monde. Mais on rêve un petit peu, évidemment. Bon. Lettre M. Alors que je m'enroue. M comme quoi? Comme meurtre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah oui, c'est un site qui a vu le jour tout à fait intéressant sur tout ce qui a été tué chez Google. C'est ça l'idée. Hein. Oui, c'était un petit peu pour avoir un titre un peu intéressant. Pardon, je m'étrangle moi aussi. C'est communicatif, hein, les podcasts comme ça. Donc, killedbygoogle.com. Donc, c'est un peu le cimetière donc, des projets Google que Google a fermé. Le prochain en date sera bientôt feu Google+, dans quelques jours. Donc là, vous allez sur le site, vous avez classé par application, service ou hardware tous les projets que Google a tués au cours de son histoire. Donc, même certains qu'on connaît à peine, ou qu'on a à peine connus. Certains qu'on utilisait tous, comme peut-être Inbox ou peut-être Google+. Non, je ne pense pas. Non, personne n'utilisait ça. Qui utilisait ça? Donc, différents trucs. Donc, c'est un projet assez intéressant, c'est marrant, qui est open source. Donc, on peut, ça c'est la petite anecdote, on peut aller voir le source de comment on fait le site. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, voilà une source d'information pour des podcasteurs comme nous qui traitons d'actualités technologiques. De temps en temps, se retourner dans le passé et d'essayer de retrouver des références. Des fois, on se dit, mais tiens, Google avait fait ça, mais comment ça s'appelait encore? Bah, justement, là, dans ce site qui s'appelle killedbygoogle.com, c'est vraiment, comme tu le dis, le cimetière des projets Google. Oui. Avec un petit descriptif de ce qu'était le projet, la date de lancement, l'année de lancement, l'année de mort, et le petit lien sur Wikipédia qui explique tout. Tu disais feu telle application, feu telle application, on redoute toujours, et là c'est un petit jeu de mots en même temps, feu Feedburner, qui pourrait arriver. Ça fait des années qu'on dit qu'ils vont arrêter Feedburner un jour ou l'autre. C'est vrai qu'ils s'en occupent pas pour l'instant. C'est comme s'ils l'avaient oublié complètement, cette application ce service qui sert à beaucoup de gens, dont les podcasteurs en général. Mais tout le monde s'attend à ce qu'un jour quelqu'un dise, tiens, c'était quoi encore ce truc la Feedburner? On le fermerait pas. Parce que ça rapporte pas de thunes. Donc voilà, c'est une affaire à suivre. On pourrait le faire avec d'autres projets. Hein. C'est vrai que ça n'existe pas pour les produits Apple, par exemple. On pourrait faire un cimetière aussi des vieux. On aurait des vieux produits parce qu'il n'y a pas eu que des réussites. Hein. Même chez Apple, je dis Apple, mais ça pourrait être d'autres firmes. Et on pourrait comme ça avoir des cimetières virtuels, ça me rappellerait plein de souvenirs à tout le monde. Je repense à ça maintenant parce qu'il y a eu on a parlé il n'y a pas tellement longtemps des 30 ans du web, et je pense que c'est Le Monde qui a fait une timeline avec les premiers sites, en tout cas connus, parmi les plus connus, dans une ligne du temps. Ça a rappelé plein de souvenirs aux vieux cons comme moi. mais je trouve ça plutôt sympa, moi. Voilà, de temps en temps de se replonger dans ces vieux souvenirs, de voir un petit peu d'où on vient, ça permet d'un peu juger aussi où on est, quelque part. R, comme Rembrandt. Là, on va revenir très très en arrière, du coup, avec Benoît pour parler d'une leçon d'anatomie. Ça va être intéressant. En réalité virtuelle. C'est de ça dont il s'agit, je pense. Ouais. Donc en fait, c'est une peinture de Rembrandt qui a de 350 ans. Et pour fêter les 350 ans de la peinture, le musée qui l'héberge a une idée plutôt originale, c'est de recréer la peinture en réalité virtuelle pour te permettre, à l'aide d'une application, de rentrer dans la peinture, de te balader, de voir ce qui se passe. Donc la peinture, c'est la leçon d'anatomie. Je pense que tout le monde l'a vu au moins une fois. Oui. C'est une leçon d'anatomie, comme on la faisait il y a 350 ans avec un cadavre et le professeur qui est en train de sortir des morceaux. Oui. Mais c'est les experts de l'époque, quoi. Pas trop gourd quand même. Hein. Oui, c'est un peu, voilà. Et donc, ce qu'ils ont fait, ils ont trouvé des acteurs qui ressemblaient
aux personnes sur la peinture. Ils les ont habillés comme ils étaient habillés sur la peinture. Ils ont utilisé un scanner 3D composé de 600 caméras, 600 réflexes, pour scanner très précisément chacun des acteurs qui a pris la pose correspondante à la pose de son personnage dans la peinture. Et puis, ils ont, avec un logiciel de modélisation, réuni tout ça et construit une réalité 3D, ce qui permet, du coup, et puis ils ont monté ça avec... pour faire une app, quoi. Ils ont fait une app avec ARCore, donc pour le kit de l'API de réalité augmentée. Et à partir de ça, ils ont fait une app et tu peux, du coup, quand tu visites un musée, prendre ton téléphone, lancer l'app et rentrer et te balader, voir un petit peu les côtés de la peinture que tu ne vois pas sur la peinture. C'est une manière un petit peu originale d'amener le visiteur dans le musée, je pense. Moi, je pense que c'est une bonne idée pour réintéresser les gens à l'art et à la peinture d'une manière un peu différente, un peu ludique. Effectivement, moi, je trouve ça une bonne idée, vraiment. En plus, je pense que l'idée de jouer des scènes de tableaux connus, ça se fait, il me semble, pas mal aux États-Unis, où il y a des groupes comme ça qui sont spécialisés dans et qui se griment et qui s'habillent, etc., de manière très très précise pour essayer de reproduire des tableaux, des œuvres connues. C'est quelque chose qui existe, donc on pourrait le reproduire. Alors évidemment, tout le monde n'a pas 600 appareils à sa disposition pour faire une photo en 3D, mais pourquoi pas, c'est un début de quelque chose qui peut avoir un attrait. Je pense aux gamins. Alors là, j'ai cité les experts. J'imagine que les plus jeunes, je mets des guillemets à plus jeunes, soyons clairs, vont dire tiens, c'est vrai, c'est les experts d'il y a X siècles. S'il y a un petit trilili en plus qui leur permet de rentrer dans l'image et d'aller peut-être s'approcher des viscères, peut-être que ça va leur donner le goût de l'art. Enfin, on s'entend. Le goût de l'art, et pas du lard. Soyons très clair. Donc voilà, je trouve ça une bonne idée. Effectivement, ça joue sur des tendances actuelles, ça joue sur la tendance de la réalité virtuelle, ça joue sur le fait qu'effectivement, il y a toute une démarche de photographes qui se griment pour reproduire des tableaux classiques. Donc oui, moi je trouve que c'est malin aussi, effectivement. Oui, et les outils, on les a tous. Enfin, il fallait 6 ans d'appareil photo, moi j'en ai pas autant. Mais... mais déjà avec le petit nombre que j'ai ici, ma femme se plaint si j'en avais 600. Lui, il dépense des centaines de milliers d'euros juste dans une lentille aussi. Donc, mais il existe des appareils 3D, etc., qui permettraient de faire peut-être pas la même chose, mais d'aller dans le même esprit, faire des choses relativement pour pas très très cher, et ce sera amusant pour tout le monde, et on pourrait faire une grande base de données avec des œuvres comme ça, peut-être des concours, enfin que sais-je, on lance peut-être une idée que d'autres sont en train de mettre en œuvre pour l'instant, mais voilà, ce serait une chouette initiative peut-être. Et si vous voulez aller visiter, c'est à La Haye. C'est important. Aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, c'est pas très loin de la Belgique, c'est un peu plus loin de la France, mais pourquoi pas. Et en ligne, on peut le voir ou pas? Ils ont mis un truc en place. Mais j'avoue que c'était pas totalement clair dans l'explication. Et alors, je voulais aller sur le site du musée qui est pour le moment en panne. C'est pas de chance. C'est juste là maintenant. Il fonctionnait il y a 1 heure, 1 heure et demie. Si j'ai bien compris, il faut être dans le musée. Mais à reconfirmer une fois que le site du musée sera en retour. Mais on se doute bien, s'ils ont investi là-dedans, c'est un produit d'appel, quoi. C'est pour faire revenir des gens au musée. C'est aussi fort. Non, il faut aussi peut-être faire une période où il faut être sur place et puis plus tard lâcher les choses. Et en fait, ils ont une exposition actuellement, justement. C'est un produit d'appel aussi pour une exposition qu'ils sont en train de monter, quoi. D'accord. Ok. Autour de oui. Voilà. Affaire à suivre, parce que ça, c'est vraiment chouette. C'est vraiment On avait déjà la lettre W, le oui mais non traditionnel, celui qui conclut nos épisodes. C'est l'information un peu technologique et qui sort un petit peu des sentiers battus. C'est Bruno qui nous a dégoté de celle-là. On va parler d'éthylomètre. Moi, j'évite en général quand je prends le volant de picoler, mais apparemment, certains ont eu l'idée de mettre des éthylomètres dans tous les véhicules. Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire, Bruno ? C'est la communauté européenne qui va forcer les voitures construites à partir de mai 2022 à avoir certains équipements de sécurité en plus. La plupart
ont beaucoup de sens. Ouais. Freinage d'urgence, par exemple, détection d'attention du conducteur, voilà, boîte noire pour les véhicules, ce qui est intéressant aussi, effectivement, et d'autres, et j'en passe, donc très très intéressant. Lane keeping, donc quand une voiture garde sa voie, c'est génial. J'ai ça sur ma nouvelle voiture, je m'en passerai plus. Je vous dis, ça sera obligatoire à partir de mai 2022. D'accord. La seule innovation qu'ils veulent apporter, c'est effectivement des éthylomètres obligatoires dans chaque véhicule aussi. Ouais. Donc, je ne vois pas trop comment ils veulent que ça marche. Déjà, je suis sûr que le gars qui va être bourré et qui va vouloir utiliser sa voiture, il devra utiliser un éthylomètre, il trouvera une manigance. Souffler dedans ou une pompe qui va souffler dedans. Je ne sais pas comment ils vont forcer les gens physiquement à souffler dans un éthylomètre comme ça et forcer les constructeurs à rajouter ce genre d'équipement va juste augmenter le prix du véhicule inutilement, je pense, alors que toutes les autres ont beaucoup de sens, ces autres mesures. Cette mesure-là, je ne vois pas trop. Donc, voilà, j'ai pas l'impression que les gens qui parfois font ce genre de loi sont des utilisateurs finaux, qui sont des conducteurs ou sont des êtres humains. J'ai pas l'impression. J'ai déjà eu à réfléchir sur ce sujet parce que je pense qu'il y a quelques années, il était question effectivement d'équiper ce type d'appareil, enfin les véhicules de gens qui avaient eu des problèmes avec la justice et qui avaient picolé au volant, etc. Et que pour leur permettre de continuer à travailler, on leur collait un appareil comme ça dans leur véhicule et qu'effectivement, ils devaient souffler dans le tuyau pour mettre le moteur en route au nom de la préservation de l'emploi des gens en question. Moi, je pense que, très honnêtement, ça va pas nécessairement dans le bon sens, quoi. Faut apprendre aux gens à pas picoler quand on prend le volant, point barre. Une voiture, c'est une arme, voilà, si la personne perd son emploi parce qu'elle a bu et qu'elle s'est fait piquer en ayant bu au volant, c'est bien dommage, mais il fallait y penser avant. C'est ça aussi, être responsable. C'est un avis personnel. Je ne sais pas si je le partage avec mes deux petits camarades, mais voilà, j'ai donné mon opinion pour le coup. Je suis tout à fait d'accord. Donc là, du coup, ça sera applicable aux voitures, aux bus et aux camions. Donc, voilà, pour les bus, les camions, tout à fait justifiables. C'est les professionnels donc qui sont liés à leur emploi, à la sécurité. Pour les voitures, un peu moins justifiable, je trouve. Et au-delà de ça, comme tu disais, on peut totalement passer outre en faisant souffler n'importe qui d'autre dans le tuyau et ça réglera pas le problème. Je pense que si quelqu'un a un problème d'addiction à l'alcool, c'est pas une solution. Soyons très clairs. Je sais pas ce qu'en pense Benoît pour le coup. Je suis d'accord avec toi, Marc. On parlait tout à l'heure du crash du 737. Par jour, il y a l'équivalent de 20 737 qui sont tués sur la route. Voilà. 20 passagers Boeing 737 plein. Oui. Et c'est pas avec des gadgets n'importe comment qu'on va résoudre ce genre de problème-là. C'est pas ça qui va responsabiliser les gens et leur faire prendre conscience des risques qu'ils prennent eux et ce qu'ils font surtout prendre aux autres. S'il ne s'agissait qu'eux, c'est encore leur problème. C'est surtout par rapport aux autres usagers de la route. Donc voilà, je ne veux pas faire le moralisateur à outrance non plus. Je pense que les choses sont dites, mais voilà, là, pour le coup, c'est une initiative, c'est une loi ou un règlement à la oui mais non, comme on a l'habitude de dire chez nous. Voilà. C'est un peu, voilà, ça sert à rien et c'est dangereux par ailleurs. Donc voilà, je ne sais pas si c'est voté déjà ce truc-là ou pas, ou si ça va être voté. C'est voté. Oui. Ah bah alors si c'est voté, voilà. On fera encore plus attention en traversant la rue. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour en tout cas, de la manière dont on a vu les technologies, les news technologiques durant cette semaine comme on le fait chaque année. Je le répète encore une fois, merci à vous qui vous abonnez ou mettez des pouces vers le haut, etc. Sur YouTube, c'est notre petit maigre salaire, ça nous permet de mieux nous faire connaître par le plus grand nombre. Pareil sur les applications de podcast, celles que vous utilisez là en ce moment, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou à laisser quelques étoiles quand c'est des étoiles ou des pouces, ça dépend un petit peu de l'application. C'est toujours bienvenu, évidemment. Merci à Benoît
Benoît, merci à Bruno. Et je le rappelle, il y a un bonus qui s'en vient dans les heures ou les jours qui viennent, où on va un peu donner notre avis sur ces fameuses news Apple de la semaine, cette keynote service, on va l'appeler comme ça, d'Apple. Merci Benoît. Salut. Merci Bruno. À très bientôt. Salut. Au revoir.